Bonjour Derhol, bonjour à tous. Donc on ne va pas le redire, on est les cercles celtiques de l'Andivisio et on vous présente donc un vestiaire de travail porté par la population paysanne dans le Haut-Léon. Donc on vient du Finistère. Pour situer à peu près, on est autour de grandes villes comme l'Andivisio, c'est ce qu'on a de plus grand, mais aussi Saint-Égonec et Sizun qui sont un petit peu plus connus pour leurs enclos. Donc la série qu'on présente aujourd'hui est entièrement reconstituée, il n'y a aucune pièce d'époque. On la situe dans un espace temporel compris entre la fin du 19e et le début du 20e, ce qui nous permet de jouer un petit peu avec les codes du 19e et les nouveautés qui arrivent au début du 20e siècle. L'idée qu'on a eue à la création de cette série de costumes, c'est de faire quelque chose de différent pour chacune, mais qui reste assez cohérent ensemble. Donc pour présenter rapidement, puisqu'on n'a que 5 minutes, le costume, les tenues qu'elle porte, on va aller dans l'ordre d'habillage. Il y a d'abord les pièces de linge de corps, que vous ne verrez que très peu. Donc ce sont des grandes chemises en métis, qui sont portées du coup sur la peau. C'est un peu leur sous-vêtement à elle, une pièce qui peut se laver et qui est assez résistante. Par-dessus, on va porter un ivisen, donc c'est la partie qui est sur le haut, le corsage, qui est taillé dans un drap assez robuste. Celui-ci ferme sur la poitrine à l'aide d'un système de crochets, parfois de boutons, mais plus régulièrement un système de lassage du type corset. On présente deux modèles de ces ivisen. On a des ivisen noirs à manches et des ivisen dits divanches, sans manches, qui laisse donc apparaître les bras de la chemise de corps et qui ressemble du coup énormément à des corselets comme on pourrait retrouver dans le pays de la Veine ou dans d'autres terroirs de Cornouailles par exemple. Alors que nous on est plutôt léonard, mais ça ressemble beaucoup à ça. Sur le bas, on va retrouver le juponnage. Donc on a fait cette année le choix, alors il va falloir essayer de me suivre un petit peu, de ne pas porter de jupons mais de porter des sous-jupes, des vros dindan. Ces sous-jupes, donc on en a vu sur beaucoup de photos, sont souvent de couleur, unies ou à rayures. Et dans les collectages qu'on a également de ces pièces, c'est pas des choses qu'on retrouve beaucoup, mais on en a quelques-unes en stock. On a pu retrouver certaines qui étaient agrémentées de rubans de velours et d'autres qui sont taillées dans des indiennes, comme dans le coin là-bas, où on voit se dessiner un motif de couleur noire, des sortes d'arabesques sur le bas de la sous-jupe. Donc ce ne sont à la base pas des sous-jupes qui sont prévues pour le travail, mais comme nous, aujourd'hui, on ne sort pas un costard Dior pour aller faire la peinture, et ben, elles non plus, le principe d'un vestiaire de travail, c'est qu'on l'use jusqu'à la fin. Et donc, à la fin du 19e, début du 20e, on va réemployer des jupons, des sous-jupes, des mouchoirs en indienne qui sont d'un vestiaire précédent, parfois de la génération d'avant, et qu'on va utiliser pour user. Et c'est pour ça qu'on s'est amusé à en mettre quelques-uns, pour aussi montrer ce réemploi du textile. Cette sous-jupe peut être recouverte de la jupe à l'ost ou à l'ost vargoré, la jupe du dessus. Donc ici on est sur des jupes en toile noire très résistantes, qui sont assez courtes pour la période puisqu'il faut avoir un minimum d'aisance au niveau des jambes, et les jupes longues c'est pas forcément quelque chose de très facile pour travailler. Du coup elles avaient tendance à faire des jupes un peu plus courtes. Il y a aussi un côté économique, dans le sens où quand le bas de la jupe est trop usé, ben on remonte l'ourlet un petit peu au fur et à mesure pour l'user vraiment jusqu'au bout. Et du coup on présente aujourd'hui plusieurs façons. Alors, des jupes portées simplement, certaines les ont retroussées. Selon les travaux, le vêtement s'adapte à l'occasion. Par-dessus, on va retrouver deux pièces qui viennent recouvrir tout ça. Sur la partie haute, on a des fichus ou des mouchoirs. Il y a une distinction à faire entre les deux. Les mouchoirs sont tous ici en indienne. Donc ils ont tous été... alors il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui, on en a mis 3, dont 2 qui ont été refaits d'après des modèles d'époque qu'on a refait faire en Inde par des indienneurs traditionnels. On connaît beaucoup
le fichu ou le mouchoir indigo à motif fleuri blanc. Nous, on voulait montrer qu'il existait aussi autre chose sur notre terroir, ça aussi, c'est des pièces qui sont issues du milieu 19e, qui ont resservi à la fin pour un vestiaire de travail. Les autres, donc, qui portent des pièces en tissu à carreaux ou unis, on est là sur un fichu, donc une taille un petit peu plus grande. C'est un petit peu la nouveauté du 20e qui arrive en stock dans les magasins. Et du coup, on va s'en faire des fichus. Ils sont un peu plus grands et du coup, ça se voit, ils sont un peu plus couvrants au niveau des épaules et elles arrivent même à le fixer en faisant un nœud dans le dos avec les pointes de ces fichus. Il faut savoir que mouchoirs comme fichus, à la base, ce sont des carrés qui sont repliés en deux pour former un triangle. Sur le bas, on va venir recouvrir la jupe ou la sous-jupe d'un tablier en tavenchère qui peut être avec ou sans bavette, c'est au choix. Parfois il y a une bavette mais on ne la met pas, des fois on la met, c'est un peu au choix de chacune selon les circonstances. Donc il y a un peu de tout au niveau des coloris, des rayures, des motifs. L'idée c'est de jouer un peu avec. Elles sont assez ingénieuses pour réussir à faire quelque chose de coquet, même si c'est pour du travail, en utilisant le sens des rayures, en le faisant changer sur les poches, sur les ceintures. Il y a un petit travail là-dessus à faire aussi qui est assez sympa. Pour terminer, on porte donc différentes coiffes de notre terroir. Donc de façon majoritaire, on porte chez nous la coiffe Sparle sur les 26 communes de notre terroir, donc qui correspondent aux coiffes blanches qui sont portées ici sur scène. Une coiffe faite en deux parties, une partie bonnet qui recouvre les cheveux et une partie dite visagière qui est remontée et épinglée sur l'arrière de la coiffe qui forme ses ailes ou ses couronnes. Elles sont pas toutes taillées dans la même forme, puisque là aussi on essaye de jouer avec les âges et de faire quelque chose de ce qui change. Du coup, les plus jeunes portent une version vraiment début 20e, et Marguerite et Nadine, parce que j'ai pas le droit de dire les plus vieilles, portent des coiffes qui sont un peu plus anciennes, qui correspondent plutôt à ce qui se portait en 1870, période de leur faste jeunesse, mais qu'elles ont gardé. Elles ont fait évoluer le vêtement, mais elles n'ont pas fait évoluer leur coiffe. Donc là, on est sur des coiffes assez imposantes qui se nouent encore sous le menton, alors que les plus jeunes sont passés sur un modèle de la fin du 19e, début 20e, qui est déjà un petit peu plus aéré. On retrouve sur ce même modèle, porté par Anaïs devant ici, le même modèle de coiffe mais taillé dans du drap noir. C'est des coiffes qu'on porte par chez nous par temps de pluie, mais également pour des travaux très salissants comme les moissons et surtout les battages, tout ce qui draine beaucoup de poussière. Une coiffe blanche, c'est un entretien, une abinaudeuse à payer, une repasseuse. Et comme on est Léonard, si on peut faire des économies, on a trouvé cette coiffe noire-là, qui était utilisée par temps de pluie et par temps salissant. Il y a deux autres modèles de coiffes. Il y en a un, et ils sont cachés au fond, parce qu'on ne porte pas que la mode de Landy. L'idée, c'est aussi d'aller voir ce qui se passe sur les terroirs voisins. Il y a eu beaucoup d'échanges et de mariages avec le terroir chicoloden, parfois aussi le terroir de Carantec. Du coup, on présente sur cette série deux coiffes chicoloden en drap noir, donc du pays de Saint-Paul, le pays voisin, mais qu'on a vu aussi sur certaines femmes de notre terroir pour créer ce brassage. On va finir avec les petites choses en plus qu'on a oubliées. Au niveau des jambes, c'est soit jambes nues, notamment pour les filles qui vont à la plage, comme Alwena, ramasser le goémon. Pour les autres, on est plutôt sur des bas ou des chaussettes en laine foncée. Et elles portent soit des chaussons, soit elles ont rajouté en plus une paire de sabots ou une paire de socks pour sortir. Je crois que j'ai relevé le défi de faire ça en 5 minutes. Un petit peu plus long. Ouais, les minutes sont grandes chez nous. Oui, c'est ça. Du coup, je vais donc maintenant passer la parole à Mélanie, qui va traiter de la question imposée autour de l'évolution des tabliers sur notre terroir. Juste avant qu'elle démarre, les tabliers qui vous seront exposés à titre d'exemple sont tous des tabliers d'époque, et il faut vraiment voir la pièce uniquement et pas la façon dont elle est portée, puisqu'on vous présente les tabliers sur un costume très simple pour que vous focalisez sur le tablier, mais c'est pas la façon dont il est porté traditionnellement. Voilà. Bonjour. Alors, pour répondre à cette question, nous avons pris pour référence les tabliers de cérémonie, car ils suivent plus la mode que les tabliers de travail ou du quotidien.
Donc déjà, tout d'abord, un tablier, c'est composé de deux parties. Un grand rectangle froncé sur le dessus qui forme le tablier, et une deuxième partie, toujours en rectangle mais un petit peu plus petit, replié sur lui-même et en forme de trapèze. Alors donc pour répondre à ce sujet qui est très vaste, on a décidé de répondre à cette question en les découpant en 6 grandes parties. Donc tout d'abord en 1860, les tabliers de cérémonie sont taillés dans des matériaux nobles tels que la moire ou le taffetas. Donc ce sont des tabliers composés de 2 ou 3 laits de tissu. La ceinture est le plus souvent en fronce dite irrégulière, sur une petite largeur. La bavette, quant à elle, forme un trapèze qui recouvre l'ensemble du buste. Dans les années 1870, la bavette peut être ornée d'une bande de velours. Dans les années 1880, les matériaux utilisés pour créer le tablier sont la moire, le taffetas ou les tissus façonnés. La ceinture est également en fronce irrégulière. Donc la mode est principalement aux applications de jet. Sur la bavette, on trouve aussi de la dentelle au bord du tablier ou en bande sur le bas. La forme de la bavette, quant à elle, évolue un petit peu. Elle est plus petite et laisse apercevoir une petite partie du buste. Dans les années 1900, les tabliers sont maintenant taillés dans des tissus damassés, le plus souvent en 2 laits de tissu. La ceinture est encore en fronce irrégulière, mais elle peut être également en tuyau d'orgue sur de grandes largeurs ou en pli plat. La bavette, elle aussi, s'affine de plus en plus et peut être rehaussée par des galons, des galons ou d'application. Dans les années 1920, les matériaux se diversifient encore. On peut maintenant retrouver du velours, du satin, de la tulle grecque. Les années 1920, c'est l'apogée de la broderie, qu'elle soit mécanique ou manuelle, et prend une grande place dans la confection des tabliers. On retrouve également du fil, des perles, du ruban, de la canetti ou encore de la peinture. Le fronçage évolue également. Nous avons répertorié 5 façons de faire la fronce. Donc en fronce irrégulière, encore une fois, en tuyau d'orgue, en pli plat, en smoke dit nid d'abeille et en tuyau d'orgue pincé. La bavette, quant à elle, ne change pas de taille, mais elle peut être ornée de broderie. Merci. Est-ce que vous pouvez juste finir en une minute, parce que sinon on n'aura pas le temps de vous poser des questions. Oui, bien sûr, pardon. Donc en 1940, la mode est au tissu brodé en mètres. Ils sont souvent géométriques. La matière est plus légère pour pouvoir avoir une silhouette assez fine. Les techniques de fronçage sont encore une fois les mêmes. Et la bavette, elle est réalisée avec le même tissu du tablier, mais pas forcément avec de la broderie. Et enfin, en 1960, seules les femmes les plus âgées portent encore du noir. Et le costume complet, la plupart des tabliers sont complètement noirs, en crêpe perlée, en velours dévoré ou en satin brodé de cornélie. Et pour finir, la forme et le fronçage ne changent plus. Merci. Merci. Alors, pour revenir sur la présentation de votre premier projet, vous avez évoqué le port de sous-jupe à la place du jupon, si je comprends bien. Vous n'utilisez pas, vous n'avez pas un jupon de propreté en dessous ou quelque chose. Est-ce que vous pouvez juste nous en dire quelques mots sur ce choix? Du coup, cette série elle a été créée il y a longtemps. On a retravaillé autour de ces sous-jupes l'année dernière. En faisant un collectage sur les filles qui travaillaient surtout dans l'eau. Et en fait, on
on a vu, donc il y a quelques cartes postales et de photos qui ont été prises au niveau de l'île de Bas, Roscoff, Carantec, donc des femmes à la grève, et du coup elles portent ces sous-jupes relevées comme le ferait Alwena, et c'est pas un jupon qu'on voit dépasser, c'est la chemise de corps qui est visible. En fait, ça devient un jupon, nous on appelle ça des sous-jupes, mais chez nous ça en fait un jupon. On n'utilise pas le terme jupon, c'est parce que pour nous jupon c'est autre chose, et du coup si je leur demande de prendre un jupon, elles prennent pas ça. D'accord, merci. Dans l'icono que vous me présentez dans votre dossier, désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais il y a une femme en sparle noir qui est uniquement en chemisier, jupe et tablier et qui n'a pas de châle. Est-ce que c'est quelque chose de commun, de plus exceptionnel? On voit que vous ne présentez pas forcément cette mode. Et puis vous laissez entendre dans votre dossier que le fichu serait systématique. Donc voilà, est-ce que vous pouvez juste nous en parler, parce que c'est une icono que vous nous avez montrée. Nous on a fait le choix de porter, que tout le monde porte des fichus. Il faut savoir que les iconos avec des coiffes noires, c'est pas les plus nombreuses, parce que c'est pas une coiffe qu'on sort pour se faire prendre en photo. Du coup on retrouve plusieurs, il y en a avec rien, il y en a qui avaient aussi des grands cols type presque de la veine à plat avec des corselets, qui est une mode encore plus ancienne. Souvent c'est aussi des coiffes qui sont portées dans le quotidien très proche de chez soi, et du coup on met pas forcément tout. Nous on a fait le choix que tout le monde ait les épaules recouvertes pour garder cette unité, mais on aurait très bien pu faire sans.